Deuxième jour de campagne pour le référendum du 30 octobre prochain. Les militants du RHDP sont en mission depuis hier pour le 8. La campagne référendaire a été lancée hier par le chef de l'État. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans l'actualité également, la distribution des cartes d'identité nationale. Environ 1 million de cartes distribuées à ce jour. Le directeur général de l'ONI invite les demandeurs à se rendre dans les locaux de l'office pour le retrait de leurs pièces d'identité. Dans cette édition, nous parlons également religion. C'est dimanche aujourd'hui. L'église de Saint-Paul de l'Adoration d'Abidjan-Plateau a célébré sa traditionnelle messe des familles. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Forte mobilisation hier au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les militants du RHDP du district d'Abidjan, mais également des villes de l'intérieur, étaient nombreux sur place pour marquer leur adhésion à la Troisième République. La campagne référendaire a été lancée hier par le chef de l'État. Je vous propose de revivre l'ambiance qui a prévalu au stade Félix Houphouët-Boigny en compagnie de Mahama Traoré et de Awa Touré. Des dizaines de cars garés aux alentours du stade Félix Houphouët-Boigny, dont une quarantaine pour la seule ville de Korogo. Pour la plupart, ils sont en provenance de l'intérieur du pays, bondés de militants du RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. La preuve que le projet de loi portant nouvelle constitution trouve un écho favorable aux confins de la Côte d'Ivoire. L'on pouvait s'en convaincre dans les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny avec la présence des délégations venues de toutes les parties du pays. Selon quelques élus locaux, cette mobilisation est à l'image de ce que leurs localités respectives réservent comme score au référendum du 30 octobre prochain. Odiéné sera debout comme un seul homme pour réitérer l'exploit qu'elle a toujours fait quand il s'agit de la démocratie, quand il s'agit du bien-être des Ivoiriens, c'est-à-dire de cette Troisième République, du vote de cette Constitution. Et nous vous garantissons le score. Et vous savez, les scores d'Odiéné et les 99 seront encore là à la barre. Toute la Bagoué va voter 100% oui. Et je pense que la nouvelle constitution que les Ivoiriens vont voter le 30 va nous ramener la paix, la cohésion, l'union, l'emploi jeune. Et évidemment, les femmes ont leur place aujourd'hui dans la République, dans la Troisième République. On a fait des progrès énormes. On est passé des taux très faibles en 2010 à un taux de 60% de oui pour Alassane Ouattara en 2015. Rassurez-vous, les choses iront croissantes et je suis sûr que le score de ces référendums sera meilleur que celui des élections présidentielles. Toute la population de Divo est vraiment mobilisée et nous promettons un score d'au moins 85% pour le oui. Nous, là, nous aimons le président Ouattara. On l'a voté à plus de 88%. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons confirmer cela en votant à plus de 90% pour cette constitution. La ville de San Pedro promettra le score de 73% au chef de l'État pour ce oui au référendum. Votez oui, votez massivement oui. Est-ce que nos parents du pays profond sont là? Vous êtes là? Vous êtes là, venus des différentes régions de Côte d'Ivoire. Cette constitution est pour vous. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous concernant le foncier, concernant la terre. Nous avons décidé de mettre cette disposition de 1998 dans la Constitution. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être changée. Cela veut dire, chers parents paysans, que la terre en milieu rural vous appartient et à vous seuls et à l'État de Côte d'Ivoire. La campagne référendaire désormais lancée, ces militants de l'intérieur du pays peuvent repartir chez eux avec la conviction de passer à une troisième république. Surtout après avoir été édifiés sur les biens fondés de cette nouvelle constitution par les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié.
Deuxième jour de campagne donc ce dimanche pour le référendum du 30 octobre prochain. Le Premier ministre cadre du RHDP est sur le terrain. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec les populations de Grand Bassam. À ses côtés, des membres du gouvernement, également Henriette Konan-Bédier. Herman Guivé pour faire le point. À peine ouverte, Grand Bassam dit oui à la nouvelle constitution. Ezale Georges Philippe, départemental RHDP et maire de la ville, donne le ton. Je voudrais vraiment demander à tous les Bassamois, à toute la région du Sud Comoué de se mobiliser pour que nous fassions un score de plus de 96% le 30 octobre au référendum pour cette nouvelle constitution. Puis c'est au tour du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, cadre du RHDP, de rendre compte des raisons pour lesquelles il convient de voter oui à la nouvelle constitution. La nouvelle constitution ouvre davantage les portes du progrès et du bonheur pour nos populations. La nouvelle constitution va régler durablement la question foncière dans notre pays. Ainsi, la nouvelle constitution reconnaît clairement que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent avoir accès à la propriété foncière. Grand Bassam, témoin de l'histoire politique ivoirienne, promet de garder jalousement ce statut en votant oui à la nouvelle constitution au soir du 30 octobre 2016. Et chez les membres de la coalition du non, cette deuxième journée de campagne a plutôt été calme. Aucune conférence, aucun meeting. Les opposants à la Troisième République disent se donner le temps d'investir le terrain. Compte rendu Adam Koné. Deuxième journée calme au sein de la coalition du non. Aucune activité tenue par les partisans du non au projet de nouvelle constitution. Ce dimanche, il avait été prévu une conférence de presse selon le professeur Morifere Bamba. En fin de journée, cette conférence a été reportée à demain lundi 24 octobre 2016. Au dit du leader de la coalition du non, Morifere Bamba, c'est une rencontre qui servira d'espace de mobilisation des cadres et des représentants régionaux. Elle est programmée à 15h au siège du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI. Faut-il le rappeler, le Front du refus et la coalition du non ont lancé ensemble hier samedi leur campagne pour s'opposer au projet de nouvelle constitution. C'était à l'espace CP1 de Yopougon où les militants se sont rendus en grand nombre pour partager leur foi sur la négation du projet de nouvelle constitution. Les différents dirigeants ont donné rendez-vous donc aux populations pour une semaine intense en activité de campagne, de promotion, du non. De l'actualité également, ce dimanche, la distribution des cartes d'identité nationale. Environ 1 million de cartes distribuées à ce jour par l'Office national d'identification. L'opération se poursuit et le directeur général de l'ONI invite les demandeurs à se rendre dans les locaux de l'Office pour le retrait de leurs pièces d'identité. Herman Niamia. Office national d'identification ONI Plateau. Dans cette salle, des milliers de cartes nationales d'identité sont stockées. Dehors, sous les hangars, les candidats au précieux sésame attendent d'être reçus. Je suis ici pour retirer ma carte nationale d'identité. Ils ont dit d'attendre jusqu'à 13h30 pour retirer. Donc c'est pour ça que je suis en train d'attendre. Il y a des personnes qui sont venues après moi. Ces personnes ont été déjà reçues. Il y a d'autres qui ont déjà eu leurs pièces, ils sont déjà partis. Bon, disons peut-être même qu'ils sont déjà arrivés à la maison. Mais depuis moi, je suis encore en attente. Malgré la longue attente, ce jeune homme n'aura pas gain de cause. On lui fera savoir plus tard que sa carte d'identité est en confection. Il devra donc faire encore preuve de patience. Cette jeune fille, tout comme bon nombre de candidats présents ici, aura plus de chance. Elle vient de recevoir sa toute première carte d'identité nationale. Ça me plaît parce que je n'ai jamais eu de pièces. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de pièces, c'est ma première fois. Donc ça me fait, je ne sais pas ce qu'elle dit franchement. Je suis contente. Je peux voyager, je peux faire tout ce qu'il y avait avec ma pièce. Bon, j'ai ma pièce d'identité, je pense que je suis légalement citoyen. Donc c'est la seule chose qui me manquait, quoi. Pour éviter que les populations ne se déplacent en vain, l'ONI a mis en place un système de SMS qui informe le postulant de la disponibilité de sa carte. Cette stratégie a permis aujourd'hui à des milliers de postulants de retirer leur carte d'identité. Nous sommes dans une distribution de masse, donc nous avoisinons 10 000 cartes semaines, environ 2500, 2300 cartes jours. À ce jour, nous sommes à près d'1 million de cartes distribuées, sur près de 1 700 000 de personnes, de demandeurs. Cette opération de distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans une campagne d'identification de masse. La distribution des cartes nationales d'identité
s'inscrit dans le projet d'accompagnement de la révision de la liste électorale qui a été faite le mois dernier et qui a abouti à l'enrôlement de plus de 300 000 personnes sur la liste électorale et qui a vu 85 000 personnes retirées de la liste parce qu'étant des cas de décédés. Nous avons vraiment écourté les délais de traitement et de production de 4 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au maximum à 1 mois. Pendant que la distribution a lieu, l'enrôlement également continue. L'opération concerne tous les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de cette jeune fille ici. Je suis venue faire ma carte d'identité parce que je viens d'avoir mes 16 ans et c'est mon anniversaire aujourd'hui même. Malgré les nombreux efforts de l'Office national d'identification, des milliers de cartes nationales d'identité attendent encore d'être retirées. Le directeur général de l'ONU invite donc les concernés à se rendre dans les différents centres d'enrôlement pour retirer leurs pièces. On s'intéresse à présent à cette 4e usine d'emplissage qui vient de s'installer en Côte d'Ivoire. On parle de gaz butane. Cette usine a été inaugurée par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. La société africaine et d'hydrocarbures raffinés est située à la nouvelle zone industrielle PK24. C'est sur l'autoroute du Nord et on y va avec Chantal Akandon. En Côte d'Ivoire, on observe une forte consommation de gaz butane. Selon les estimations du ministère des Mines et de l'Énergie, de 205 000 tonnes en 2015, la consommation de gaz pourrait atteindre cette année 250 000 tonnes. Cette nouvelle unité industrielle, la Société africaine de pétrole et d'hydrocarbures raffinés, SAFIR, qui s'installe, vient aussi contribuer à la couverture des besoins de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région en produits pétroliers et hydrocarbures. Nous essayons de faire de l'innovation, des mesures qui pourraient accompagner les Ivoiriens dans leur conditions de vie quotidienne. Nous sommes à peu près 32 personnes, des emplois directs, et à peu près une centaine de personnes en emploi indirect. Le capital est à 100% ivoirien, les employés sont à 100% ivoiriens. Le ministre des Mines et de l'Énergie a indiqué que l'implantation de cette usine s'inscrit dans la dynamique de développement économique et social mise en œuvre par le gouvernement. Plusieurs réformes structurelles et sectorielles ont été engagées pour justement favoriser les investissements privés qui devront impacter significativement le volume et la qualité de l'activité industrielle. Grâce à cette unité moderne, la société SAFIR vient porter à 4 le nombre des centres emplisseurs dans notre pays et contribuer ainsi à une meilleure satisfaction de la clientèle. Cette usine moderne d'emplissage de gaz est l'une des toutes premières entreprises installées sur la nouvelle zone industrielle de PK24, autoroute du Nord. Aussi, le ministre Jean-Claude Brou invite-t-il les opérateurs économiques, surtout nationaux, à s'inscrire dans cette dynamique d'investissement dans tous les secteurs de l'industrie ivoirienne. Le magazine de ce dimanche 23 octobre s'est intéressé à la phase 2 du programme national d'investissement agricole. Que retenir du PENIA Acte 1? Quels sont les objectifs de la phase 2? Noun Koulibaly, directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, était l'invité de la rédaction. Je vous propose un extrait. Au niveau du PENIA 1, ce que nous avons fait, c'était vraiment de canaliser nos efforts sur l'augmentation de la production, notamment en donnant des appuis en termes d'outils de production et puis en termes, bien entendu, de semences aux producteurs. Aujourd'hui que nous avons réussi effectivement à booster la production, nous voulons que le PENIA 2 regarde surtout les questions de transformation de nos produits agricoles sur place. Cela va sans dire qu'il faut un certain nombre d'accompagnements qu'il faut donner aux producteurs et aussi au secteur privé pour que cette transformation sur place puisse avoir lieu. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis le cap sur la mécanisation pour permettre toujours d'avoir de grandes productions et aussi des productions de qualité, a mis le cap également sur l'irrigation pour que, bien entendu, on ne soit pas toujours à la merci des eaux de pluie à cause du changement climatique, bien entendu. Et donc, tous ces éléments-là seront mis dans un système que nous allons appeler système d'agropole, qui va permettre effectivement de pouvoir vraiment arriver
à un changement structurel de notre agriculture. Je vous conduis à présent dans le nord de la Côte d'Ivoire où les personnes du troisième âge étaient à l'honneur récemment. Elles ont été célébrées par le ministre des Affaires présidentielles soutenu par les cadres de la commune de Kong, une reconnaissance de leur contribution à divers niveaux à l'essor de la commune de Kong et même de la Côte d'Ivoire. Notez que l'amélioration de leurs conditions de vie a été évoquée lors de cette célébration. Kader Sogodogo. Rendre hommage aux personnes âgées, les rendre visibles et valoriser leur image, tout en attirant l'attention du grand public sur la question du vieillissement. Voilà tout le sens de la cérémonie initiée à Kong par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Une activité qui est soutenue également par les cadres de cette commune. Cette cérémonie qui se tient est une occasion pour les membres du conseil municipal avec notre frère Berté Abdraman, de rendre un hommage mérité à nos chers parents de Kong. Berté, toutes nos félicitations, que la bénédiction de tous les parents. Des vivres, des non-vivres et des dons en numéraire, les personnes du troisième âge de Kong ont reçu de nombreux présents. J'en suis heureux. Cette cérémonie, pour moi, a un sens qui est le fait de reconnaissance du mérite de ces personnes qui ont tout donné à leur pays. À cette cérémonie, les femmes, les jeunes et de nombreuses associations de Kong ont reçu des dons de différentes natures. Une action pour soutenir la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Une autre cérémonie à titre posthume cette fois, hommage au professeur Bogui Vincent, l'un des premiers professeurs de l'Afrique noire francophone, titulaire d'un doctorat en physique nucléaire. Professeur Bogui est décédé le 23 septembre 2016. Il avait 86 ans. Une minute de silence en mémoire d'un pionnier de la recherche scientifique, ancien chef du département de physique de l'Université d'Abidjan. Par ailleurs, président de la Commission nationale des sciences physiques depuis 1970, une figure des sciences physiques s'est éteinte. Cet homme, c'est le professeur Bogui Vincent, né le 30 janvier 1930 à Jacquesville. Il est décédé le 23 septembre 2016 à l'âge de 86 ans. Un hommage lui est donc rendu par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Il fut un grand scientifique, premier docteur d'État de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Bogui Vincent nous quitte aujourd'hui, mais restera toujours présent dans notre esprit. Il restera toujours immortel grâce à ses œuvres qu'il a réalisées au niveau de la physique nucléaire. Le professeur Bogui Vincent était titulaire d'un doctorat de 3e cycle en physique nucléaire obtenu en 1956 et d'un doctorat d'État en sciences physiques en 1966. Son attachement à son rôle de formateur lui a valu diverses distinctions. Il a été élevé en 1980 au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur du mérite de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire en 1985 et chevalier des palmes académiques de la République française. Le professeur Bogui Vincent est auteur de 6 publications. Et le reportage est signé Davis Soyo et Patricia Omu-Etia. L'utilité des réseaux sociaux au cœur d'un colloque international à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'objectif de ce colloque, parrainé par Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, c'est de susciter différentes réflexions sur les changements apportés par la toile dans le domaine des relations humaines. Isaïo. Un colloque international sur les réseaux sociaux en ligne à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette rencontre intellectuelle, prévue sur 3 jours, vise à susciter différentes réflexions sur les changements apportés par la toile dans les relations humaines. Cette révolution-là du numérique apporte un certain nombre de bouleversements au plan de la sociabilité, au plan de l'intimité, au plan de la présence de l'individu au monde. Et il était question que la Côte d'Ivoire prenne un leadership en matière de recherche sur cette question-là des réseaux sociaux. Si l'utilité des réseaux sociaux n'est plus à démontrer, le représentant du parrain dénonce toutefois sa mauvaise utilisation. Les sites de réseautage social engendrent un excellent lien de proximité
permettant ainsi aux internautes d'interagir sereinement. Toutefois, ne nous voilons pas la face. De nombreuses dérives liées au fonctionnement des réseaux sociaux existent et tendent à jeter l'opprobre sur ces outils numériques. Ce colloque international ayant pour thème les réseaux sociaux en ligne, entre sociabilité, intimité et écriture de soi, problèmes et histoire des nouvelles transparences, sera marqué par 10 panels. Des journalistes africains formés à la promotion du dialogue et de l'échange culturel à l'initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, des sciences et la culture en collaboration avec le Bureau de coordination du Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles. Cet atelier a eu lieu les 17 et 18 octobre dernier au Sénégal. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Dakar, Pagasso Koné. Ces journalistes sont venus du Mali, du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Niger, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. Ils sont formés sur l'utilisation des médias africains dans la promotion du dialogue et de l'échange culturel. Une initiative de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO en collaboration avec le Bureau de coordination du Comité permanent pour l'information et les affaires culturelles COMIAC et l'Islamic Broadcasting Union. L'objectif de cet atelier, tenu dans la capitale sénégalaise, est de sensibiliser les journalistes africains sur l'importance de l'utilisation des messages médiatiques dans la correction des stéréotypes sur l'islam et les musulmans. C'est un programme très vaste qu'on travaille dans les pays membres, en Afrique, à la région arabe et aussi en Europe, et qui vise justement à impliquer les journalistes, à bien moduler leur message médiatique pour justement sensibiliser les jeunes que ces gens-là ne représentent pas l'islam. Les participants, eux, se réjouissent de la tenue de cet atelier de sensibilisation. Nous avons appris donc pour mieux traiter le stéréotype, il faut souvent comprendre l'autre. On nous a montré les manières de pouvoir combattre ces stéréotypes-là, de faire en sorte que les préjugés que les gens ont de la religion, qu'on puisse permettre aux gens de changer de leur manière de pouvoir regarder la religion islamique. Plusieurs recommandations ont été faites à l'intention des journalistes africains dans le domaine du dialogue culturel en vue de permettre la création par l'ISESCO d'une presse sous-régionale pour la promotion de l'islam. Au terme de cet atelier, les participants ont reçu des mains des responsables de l'ISESCO des certificats de participation. Et on ouvre à présent la page religion de cette édition, c'est dimanche aujourd'hui. L'église de Saint-Paul de l'Adoration d'Abidjan Plateau a célébré sa traditionnelle messe des familles, une célébration placée sous le thème de foyer de miséricorde. Célébration suivie pour vous par Davis Oyo et Victorine Yaoyoboué. 2 heures, c'est le temps de la célébration des couples à l'église Saint-Paul de l'Adoration d'Abidjan Plateau. 43 couples reçoivent ce dimanche un parchemin du pape François des mains du nonce apostolique Joseph Spiteri. Cette messe traditionnelle dite par le nonce est l'occasion pour les couples de renouveler leur promesse de mariage. Le représentant du pape invite les familles à cultiver le pardon, l'harmonie et la cohésion sociale. Nos familles restent toujours des foyers où on peut trouver véritablement la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le courage de demander pardon, d'accepter le pardon, d'offrir le pardon. Parce qu'avec le pardon, alors nous nous sentirons plus forts, plus unis et plus forts pour bâtir une société renouvelée. Outre les thèmes de pardon et d'harmonie, le nonce apostolique appelle les couples chrétiens du monde à la foi et à la fidélité, car la famille est sacrée aux yeux de Dieu. Les couples présents se disent prêts à œuvrer dans ce sens. On repart avec beaucoup de foi renforcée, grâce à tout ce qu'il a dit et grâce à tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Nous retenons le pardon. Le pardon, source de miséricorde. Le pardon, source d'amour. Le pardon, source de partage.
C'est une tradition depuis 9 ans. L'Église catholique consacre le 30e dimanche de l'année liturgique à la célébration de la famille. Pour cette année, la fête est placée sous le thème « Famille chrétienne, foyer de miséricorde ». Et vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Ce commentaire est de Adama Okone. On parle religion toujours. On évoque cette fois la journée nationale des militaires et assimilés des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Une journée de recueillement et d'action de grâce, c'est ce que nous dit Issaïou. Une journée nationale pour célébrer les militaires évangéliques et assimilés de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu. Instituée depuis 2006 par le groupe évangélique des militaires et assimilés des Assemblées de Dieu, GEMASI, cette journée qui a lieu dans le mois d'octobre chaque année vise à évangéliser, édifier et accompagner spirituellement les hommes et femmes en uniforme. Tout en saluant la mobilisation des fidèles chrétiens, le président du GEMASI, Lazare Ayen, exhorte chaque président de région à identifier ses membres en vue de l'expansion du mouvement. Il n'est pas aisé en tant que corps habillé, en tant que policier, militaire ou gendarme, de vivre sa foi. Mais nous voulons affirmer que l'on peut allier spiritualité, foi et professionnalisme. C'est pour cela que nous voulons motiver tous nos membres à être des modèles à leur lieu de travail. Autre volet important de ce rassemblement, la remobilisation des fidèles après la grave crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Au nombre des actions, Lazare Ayen indique que le GEMASI soutient, encourage les programmes d'évangélisation locale et fait la promotion des actions sociales qui participent à l'épanouissement de ses membres. Un petit tour à l'international avant de nous dire au revoir. Nous irons au Niger, en Afrique du Sud, au Cameroun, en Syrie, également en Irak. Le 7 sur 7 est proposé par Gabriel Zanet. Lundi, l'attaque de la prison de Koutoukale par des hommes non identifiés lourdement armés a été repoussée par les forces de sécurité nigériennes. La traque des djihadistes se poursuit le long de la frontière avec le Mali. C'est la 3e attaque terroriste qui touche le Niger en moins de 15 jours. Malgré le tollé suscité en Israël, l'UNESCO a adopté le mardi une résolution sur Jérusalem-Est portée par des pays arabes au nom de la protection du patrimoine culturel palestinien. La résolution dénonce les projets de construction d'Israël sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est, annexée et occupée par Israël. Le texte a été validé par les 58 États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO réunis en assemblée plénière à Paris. La descente aux enfers se poursuit pour Eduardo Cunha. Après sa destitution en juin dernier, l'ex-président du Parlement brésilien, à l'origine de la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff, a été arrêté ce mercredi. Il est accusé de corruption dans le vaste scandale pétrolier Petrobras. Engagé lundi dernier, la bataille de Mossoul visant à reprendre le territoire à Daesh se joue aussi à Paris. Jeudi, une vingtaine de ministres des Affaires étrangères européens se sont retrouvés à Paris. Objectif, préparer l'avenir politique de l'Irak en passe d'être débarrassé des combattants djihadistes. L'Afrique du Sud se retire de la CPI ce vendredi. Le pays a notifié sa décision à l'ONU dans un courrier adressé au secrétaire général. Ce retrait prend effet dans un an et fera de l'Afrique du Sud le premier pays africain à se retirer de la CPI. Le Cameroun en deuil, au moins 75 morts et plus de 600 personnes blessées vendredi en mi-journée dans le déraillement d'un train assurant la liaison entre les deux plus grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala. Le train transportait 1300 voyageurs. L'armée irakienne annonce ce samedi avoir repris la ville chrétienne de Karakosh, contrôlée par le groupe État islamique depuis 2014. Une victoire qui intervient dans le cadre des opérations en cours pour dégager les abords de Mossoul, grand bastion urbain de l'État islamique dans le nord de l'Irak. Alep de nouveau sous des bombardements. Après une trêve humanitaire de 3 jours décrétée par la Russie et le régime syrien, les combats avaient déjà repris samedi soir et se sont intensifiés ce dimanche. Cette trêve n'a pas permis à l'ONU d'évacuer des blessés des quartiers rebelles. Très peu de civils ont donc pu fuir les quartiers assiégés. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.